Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Le système endocrinien, a été réalisée le 22 mai 2021. Commençons notre voyage à travers le corps. Notre voyage nous mènera à travers les systèmes du corps, les tissus qui font de nous ce que nous sommes. Rappelez-vous que le mot système vient du grec syn, avec ensemble, hystémie, établir, se tenir debout, et ma, moyen, outil. Un système est donc un moyen par lequel s'établit un ensemble de choses, c'est-à-dire un ordre spécifique. Nos corps, comme tout dans l'univers, sont le produit d'un réseau de systèmes. Comme nous l'avons dit, les réseaux sont les mécanismes par lesquels l'information se connecte dans l'esprit universel. Le réseau synaptique est l'échange de données sous forme d'impulsions électromagnétiques. Par résonance, ces données se regroupent pour créer des paquets d'informations que nous appelons organismes. Un organe, du grec instrument, est un moyen de travail par lequel on atteint un objectif, comme le marteau pour enfoncer un clou dans le bois, ou un couteau pour couper. Des instruments d'une certaine complexité qui aident à résoudre divers problèmes. Donc, nous appelons organes les parties qui composent un corps physique, mais en réalité, ce mot peut définir bien d'autres choses, comme un organisme social. Oui. Et une galaxie peut également être considérée comme un organisme, ou encore les climats de la Terre. Ce sont des moyens de développement par le biais de réseaux d'aspects interconnectés. Comme nous l'avons dit hier, l'esprit universel s'exprime en passant de l'intérieur vers l'extérieur, grâce à une intention qui commence à générer une vibration, laquelle, dans ses différents états de tension, génère de l'énergie. Et celle-ci produit de la matière à partir de l'union de particules énergétiques dans la formation d'un atome. Cet atome se complexifie en molécules, en éléments chimiques, en composés, qui finissent par constituer la base de la vie, et la renferme dans une cellule, qui interagit avec d'autres pour devenir pluricellulaire, ce qui en fait un organisme composé de l'interaction de plusieurs organes. Ainsi, les organes sont le mécanisme, l'instrument qui permet à l'esprit universel de se concrétiser dans la matière, dans la réalité et de vivre ses idées. C'est pourquoi les organes produisent des réactions chimiques qui ont diverses fonctions, toutes visant à maintenir l'équilibre, l'harmonie de cette vibration dans la matière. Mais certaines ont une fonction plus spécifique et fondamentale, être des portails entre l'esprit cosmique et ses attributs manifestés. Dans ce cas, ces organes se chargeront de générer des hormones qui produiront des réactions chimiques dans le corps, le poussant à agir, ce qui génère du mouvement, c'est-à-dire de l'émotion. Et l'émotion produit des altérations dans la conscience, dans le système nerveux du corps, qui lui apporte la compréhension, le raisonnement, et de là le transforme en manifesteur, en communicateur, en créateur. Et ainsi, l'esprit cosmique peut s'exprimer dans le corps universel dans cette réalité. C'est ainsi, et pour ce faire, il utilise sa vibration afin que l'énergie résonne et ouvre les portes à la réaction chimique nécessaire pour que l'idée se concrétise. Tu pourrais, peut-être, comprendre comment cela fonctionne à travers un prisme de cristal. Imagine que l'esprit divin, l'esprit qui est infini, décide de découvrir et d'expérimenter l'un de ses attributs, mais qu'il est incapable de le voir par lui-même, car tout coexiste en lui, en tant qu'unité.
Désormais, nous appellerons l'esprit lumière blanche. Une lumière qui incorpore en elle toutes les vibrations possibles de l'univers et qui contient donc en elle toutes les fréquences, les attributs de son être. Mais si tu veux en voir un, tu auras besoin de quelque chose, d'un outil qui te permette de séparer tes vibrations en différentes ondes de fréquences afin de pouvoir identifier ces parties de toi. Pour ce faire, tu auras besoin de géométrie, d'un motif géométrique qui, en raison de ses différentes stries, fera obstacle à la lumière directe et provoquera la fractalisation des différents types de fréquences. Le prisme de cristal, comme le célèbre symbole de Pink Floyd. Un cristal de quartz sur lequel on projette un rayon de lumière blanche et de l'autre côté, on peut voir l'arc-en-ciel. C'est la réfraction de la lumière face à des molécules qui réfléchissent ces ondes photoniques à différentes fréquences. La plus haute te fera voir du violet, la plus basse te fera voir du rouge. Les chakras. C'est ainsi qu'ils apparaissent. Ce sont les harmonies d'un même être qui se fragmente lui-même. Imagine que la lumière pure, blanche, soit l'esprit divin et que tes organes soient ces prismes de cristal cellulaire. Ainsi, quand celle-ci pénètre en toi, elle ressort fractionnée vers l'avant comme un arc-en-ciel. Oh, maintenant je comprends bien. L'état dans lequel se trouvent ces organes te fera voir telle ou telle couleur, plus sombre ou plus brillante, selon que leur vibration est très basse ou très haute. Tu peux imaginer tes organes comme des vortex, comme des tourbillons qui absorbent la lumière pure d'un plan et la fragmentent vers l'extérieur en lumière réfractée. C'est ainsi que tu peux voir tes attributs. Or, négliger ces prismes empêcherait la lumière de traverser correctement et générerait une distorsion dans le spectre lumineux, ce qui empêcherait cet attribut de se manifester. Un blocage de l'énergie entrante, dû à un prisme opaque, sale ou brisé, t'empêcherait de voir cette lumière en toi. Pourquoi cela se produirait-il? Une mauvaise utilisation du corps ou le fait de le maltraiter à travers ce que tu reçois, vis, manges. Tout ce qui génère du stress dans tes organes et tes glandes, les traumatismes, les peurs, les disputes, la faim, une mauvaise alimentation, l'insomnie, les conflits, tout cela, à long terme, détruit la pureté des prismes, qui commencent à contenir ou à contracter le reflet, générant ainsi des maladies. Comment identifier ces problèmes dans mes prismes? Tu dois d'abord bien les connaître, et en comprenant leurs fonctions physiques, tu pourras comprendre leurs fonctions spirituelles. L'esprit a conçu cette réalité pour ses desseins d'expression et de création, de réalisation de soi, et chacun de ces prismes a donc une fonction spécifique sur ton chemin spirituel et de développement de l'être. Quels sont ces prismes? Les glandes. Le mot vient de glans, qui signifie gland, fruit du chêne vert et du chêne liège, en raison de la forme que possèdent ces organes, similaires aux graines du genre Quercus. Il existe surtout certaines glandes principales qui régulent les fréquences de l'esprit en les transformant en attributs manifestés, et celles-ci font partie d'un réseau appelé système endocrinien. Oh oui, la glande pinéale, l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les surrénales et les glandes génitales. Pourquoi s'appelle-t-il endocrinien? Le mot vient du grec endo, intérieur, dedans, et crinen, séparé, distingué. Et il s'agit essentiellement du système qui fait référence à la séparation ou à la distinction des aspects internes qui régulent les fonctions de chacun des autres organes. Les glandes endocrines commandent hormonalement les fonctions de chaque organe, stimulant leur action par le biais des réactions chimiques produites par les hormones. Une quantité infime d'hormones peut entraîner un changement considérable dans le fonctionnement de l'ensemble du corps physique. Comment comprendre chacune d'entre elles? Commençons par les localiser dans notre corps, puis comprenons quelle est leur fonction afin de pouvoir saisir ce que leur fonctionnement ou leur conflit nous apporte. Parfait.
Commençons par le haut. Alors, la glande pinéale. La glande pinéale est ainsi nommée en raison de sa forme semblable à celle d'une graine de pin, une pomme de pin. Le pin a toujours été considéré comme un arbre sacré car sa forme s'élève en spirale vers les cieux, ce qui en fait un arbre d'ascension vers le divin. Ces graines, disposées de la même manière en une belle et parfaite double spirale dorée, témoignent du caractère sacré de cette espèce, tout en étant une source d'énergie pour les animaux et les humains pendant l'hiver, tant sous forme de nourriture dans les pignons que de feu dans la structure qui les contient. Dans de nombreuses cultures, on peut voir des décorations en forme de pommes de pin dans les temples sacrés, représentant ce lien. La glande pinéale est située au centre de l'encéphale, cerveau, placée dans une cavité au-dessus de l'épithalamus, une partie du diencéphale, composée du thalamus et de l'hypothalamus. Le diencéphale se trouve exactement au centre de la tête et a pour fonction de traiter toutes les informations sensorielles et émotionnelles, ainsi que la mémoire et les mouvements qui y sont liés. La glande pinéale n'est pas plus grosse qu'un grain de riz et régule le cycle veille-sommeil par la sécrétion de l'hormone mélatonine, sécrétée lorsque l'obscurité s'installe, car la présence de lumière en freine la production, ce qui en fait la glande qui régule notre cycle de 24 heures. Elle ne se contente pas de réguler le sommeil, mais active ou désactive chaque fonction biologique, notamment en régulant le rythme cardiaque et la reproduction. Du fait qu'il s'agit d'une glande photosensible, elle est capable de capter plus de 700 couleurs et fréquences lumineuses, ce qui en fait la glande réceptrice de toutes les informations provenant des plans lumineux. Elle permet ainsi une connexion directe avec l'univers, la divinité et l'esprit. La glande vibre constamment et régule l'état de résonance d'un être. En recevant les données lumineuses, elle est à son tour une porte vers les pensées infinies du cosmos. Et c'est pourquoi notre façon de voir et de percevoir le monde dépend de l'activation de cette glande. Elle fonctionne comme une lumière intérieure, capable d'être un œil interne qui non seulement reçoit la lumière, mais l'émet aussi. Et c'est pourquoi une glande pinéale complètement surexcitée peut être considérée comme une illumination, celle que nous appelons le troisième œil. Comme l'auréole des saints des maîtres illuminés. Oui, les conflits au niveau de ces glandes nous indiquent une mauvaise gestion de notre capacité à voir au-delà, à comprendre le monde, à nous ouvrir à d'autres points de vue, à avoir l'esprit fermé à une seule façon de voir les choses, aux croyances, aux traditions. De plus, cela est lié à la peur de la perception d'autres plans, au traumatisme lié à des choses que nous avons vues et que nous nions. Pour corriger le prisme pinéal, il est nécessaire de dormir suffisamment, de se reposer, de faire des promenades, où l'on peut voir au loin, vers l'horizon, et de longues distances, ainsi que, bien sûr, de pratiquer la méditation et l'exercice oculaire. La glande pituitaire. Souvent appelée pituitaire en raison d'une erreur de conception datant de l'époque romaine, où l'on considérait que cette glande, située juste derrière le sourcil, à la hauteur du nez et des tempes, était celle qui produisait le mucus nasal. Pituita signifie mucus en latin, et je ne pense pas que cette glande mérite un nom aussi peu flatteur pour ce qu'elle représente. Bien sûr que non. Hypophyse signifie sous la croissance, car elle se trouve sous le thalamus, à l'opposé de la glande pinéale, également appelée épiphyse, au-dessus de la croissance. Elle est logée dans une cavité de l'os sphénoïde, espace communément appelé selle turcique, qui est le trône où siège le roi. C'est pourquoi cette glande est associée à la couronne, qui dirige le reste du royaume physique. L'hypophyse ne mesure pas plus de 12 mm, soit à peine plus qu'un grain de riz. Et sa forme ressemble à celle des gonades gynétales. Cette glande est chargée de réguler le fonctionnement de toutes les autres. Elle gère le processus d'homéostasie, c'est-à-dire le fonctionnement harmonieux du corps.
Elle est comme le roi sur son trône qui contrôle son royaume. C'est pourquoi elle régule la croissance, les niveaux de vitalité en stimulant la force, la production de poils et de cheveux, et donc la charge et la décharge électromagnétique du corps, ce qui éveille les attributs et les dons spirituels et artistiques, l'inspiration divine. Et en tant que roi, elle dicte l'éthique, la morale et la philosophie d'un individu. Les problèmes liés à ce prisme peuvent être observés chez les personnes critiques, insatisfaites, très structurées, présentant de grandes incohérences et un ego et des idées démesurées. Il est possible de réactiver cette glande par la vibration, les sons, avec le palais, le chant, la résonance de sons forts ou nasaux, qui font vibrer la chaise turque, au plus haut et au plus profond de la partie supérieure du palais. Ainsi, des massages avec la langue dans cette zone pourraient à leur tour stimuler cette glande de la même manière que la stimulation des organes génitaux lors de l'acte sexuel. Ce faisant, on peut éveiller l'autonomisation, la capacité à mettre ses idées en pratique, à se laisser guider par ses propres pensées, en faisant preuve de souplesse et de conciliation, ouvrant ainsi la voie vers l'avenir. La thyroïde. Son nom vient du grec thyréos, bouclier, et eidos, forme, c'est-à-dire qu'elle a la forme d'un bouclier. Elle est située dans la gorge, entourant la trachée sous les cordes vocales. Elle agit comme un pont de communication qui filtre les signaux de l'hypophyse vers le reste du corps. En substance, l'hypophyse envoie ces signaux pour inciter la thyroïde à réguler et à transmettre des impulsions des autres glandes. Ainsi, tel un bouclier, elle se consacre à protéger le corps contre le surfonctionnement des glandes situées plus bas. Son rôle principal dans l'organisme est de favoriser le développement et la croissance. Ainsi, ces hormones, la thyroxine ou T4 et la triiodothyronine ou T3, sont présentes dans tous les tissus, stimulant le métabolisme qui permet la dissolution des lipides et des glucides, ainsi que la croissance des tissus tout en régulant la chaleur corporelle, ainsi que la génération et la régénération des cellules nerveuses. La thyroxine régule la température corporelle et stimule la croissance et le développement du corps. En raison de son rôle de communicatrice entre les niveaux supérieurs de l'hypophyse et les niveaux inférieurs du reste du corps, régulant l'ensemble du métabolisme, elle constitue le pont de communication incarné par le chakra de la gorge. Les ruptures du prisme se manifestent par des conflits de communication dans des maladies qui affectent le développement d'un individu, générant une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, ce qui nous montre notre capacité de croissance interne, d'apprendre, de recevoir ou d'être incapable de reconnaître et d'accepter le dialogue ou de nouvelles informations. Elle est affectée par les non-dits, les mensonges, le manque de communication et le refus de l'évolution. Elle est la productrice d'énergie. Par conséquent, une baisse d'énergie corporelle est liée à un dysfonctionnement de celle-ci. Les conflits au niveau de cette glande peuvent entraîner une mauvaise communication entre l'hypophyse et le thymus, rendant ainsi la personne incapable de réguler l'équilibre entre ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Cela engendre un vide quant à l'avenir, une incapacité à entreprendre quoi que ce soit de nouveau. Le déséquilibre produit un excès de fluide non régulé, ce qui exacerbe la production génitale, déstabilise la sexualité et conduit à des actes agressifs. Pour réguler cette glande, il est important de produire de la chaleur par la respiration buccale, le chant, des massages du cou et une consommation modérée d'iode. Cela permettra au portail de nous maintenir actifs, énergiques, avec l'endurance nécessaire pour vivre plus longtemps et la force d'entreprendre et d'apprendre. Le thymus, la glande du cœur. Elle est située au-dessus de l'organe cardiaque qu'elle entoure. L'origine de son nom vient de l'indo-européen deu, qui signifie fumée, feu, et qui a donné naissance à deux mots grecs, thymos, énergie vitale, et thymus,
Le lien entre l'énergie et la plante réside dans le fait que le thym était utilisé pour allumer le feu lors des cérémonies anciennes, dont l'arôme revitalisait, donnait vigueur et puissance aux personnes présentes, qui sentaient leur poitrine s'élargir. La glande a d'ailleurs la forme d'une fleur de thym, enveloppant le cœur par le haut. Son importance est fondamentale, surtout au cours de la première étape de la vie, car elle est chargée de la formation des thymocytes, les cellules T, qui naissent dans la moelle osseuse et sont formées dans le thymus pour être utiles au système immunitaire. Fondamentalement, ces cellules générées ici sont celles qui voyageront dans le sang à la recherche d'envahisseurs capables de les capturer et de les intégrer comme registre de défense. Le thymus est le grand bouclier glandulaire contre tous les maux, et il est l'espoir de vie de tous les êtres humains. Sa prédisposition à défendre l'ensemble du corps, sans exception, en fait la glande au service de l'ensemble, ce qui le place au niveau du chakra du cœur supérieur. Cette énergie inconditionnelle qui nous apporte sécurité, confiance, certitude, détermination, liberté et foi. C'est pourquoi, si elle ne fonctionne pas correctement, la peur, l'insatisfaction, la négativité et la dépression seront les facteurs clés qui nous amèneront à baisser nos défenses et à tomber malades plus rapidement. Ainsi, le manque d'amour, d'étreinte, d'affection, de joie et de feu intérieur éteint le système, le laissant sans défense. Pour l'activer, il faut des câlins ou la poitrine sans la poitrine de l'autre, les battements du cœur, tout en faisant des choses par amour pour aider. Bomber la poitrine en marchant, en s'asseyant, le dos droit, et faire de légers massages sur le sternum, avec de petits tapotements subtils et affectueux sur le cœur. Cela allumera la conviction, la confiance en soi, le souffle de vie, l'espoir en l'avenir. Le pancréas, la glande de la douceur. Son nom vient d'une expression quelque peu désagréable, signifiant « toute la chair crue », pan, tout, créas, chair crue. Il est situé dans la cavité abdominale, entre l'estomac et le foie, relié au duodénum. Sa fonction est essentielle dans le corps, en lien direct avec le système digestif. Elle remplit deux fonctions, endocrine, sécrétion vers l'intérieur, et exocrine, sécrétion vers l'extérieur. La fonction endocrine est liée à son rôle bien connu de sécrétion d'hormones telles que l'insuline, ainsi que d'autres comme le glucagon, les polypeptides et la somatostatine. En soi, c'est l'insuline qui remplit la fonction la plus connue, à savoir se répandre dans le sang à la recherche des sucres, qu'elle capture pour les acheminer vers les parois cellulaires, où elle les traite afin qu'ils soient absorbés par les cellules, les nourrissant ainsi. Cela lui permet de réguler la glycémie. Du côté exocrine, il envoie des sucs gastriques vers le duodénum, qui reçoit non seulement ces sucs du pancréas, mais aussi la bile. Ensemble, ils se chargent de dissoudre les graisses et les substances les plus difficiles à décomposer, provenant de l'estomac et du foie. Le duodénum est le pont par lequel l'estomac achemine les aliments digérés vers les intestins. Le pancréas a donc une double fonction, tant au niveau des processus internes de l'organisme que des processus externes, ce qui en fait la glande des relations, celle qui nourrit le monde intérieur à partir de ses liens avec le monde extérieur. Une mauvaise relation avec le monde extérieur et ce que nous consommons peut générer des déséquilibres dans cette glande, nous empêchant de gérer certaines situations, les mauvaises relations, les personnes avec lesquelles nous n'arrivons pas à nouer de liens, les choses que nous avalons dans la vie et que nous ne pouvons pas digérer. Le manque d'amour qui nous pousse à rechercher constamment des sucres ou des relations vides.
Tout cela est le reflet d'un prisme endommagé qui nous rend fermés, égoïstes ou égocentriques, dépendants ou manipulateurs. Pour le recalibrer, il faut évaluer nos dépendances, changer nos habitudes alimentaires, effectuer régulièrement des massages circulaires au niveau de la bouche, de l'estomac, et nous donner de l'affection. Cela éveillera notre capacité à nous donner, à trouver l'équilibre, à mieux traiter les informations du monde, à avoir des relations et des liens plus harmonieux et sans dépendance. Tout cela nous ramène au centre, au plexus de l'être. Maintenant, les surrénales, les glandes du pouvoir et de la volonté. Elles sont liées au chakra sacré, et pourtant elles se situent presque à la même hauteur que le pancréas, mais derrière, dans le dos, au-dessus des reins. C'est de là que vient leur nom, du latin ad renis, près du rein. Bien que, plus précisément, comme elles se trouvent au-dessus, il est normal de les appeler surrénales. Leur fonction consiste essentiellement à réguler le stress, tant pour détendre le corps que pour le mettre en alerte face à une situation exigeant toute son attention et toute sa puissance. Tout d'abord, pour établir l'homéostasie et réguler le fonctionnement du corps face à une situation de stress. Les surrénales produisent du cortisol qui active les sucres dans le corps, le détendant ainsi et le conduisant à un état de satiété. D'autre part, s'il est nécessaire de réagir, les glandes surrénales produiront la fameuse hormone adrénaline qui mettra le corps en état d'alerte, stimulant la contraction musculaire et la production d'énergie destinée à la réponse aux stimuli extérieurs. Un déséquilibre dans ce système peut nous faire perdre le sens de l'orientation, la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. On observe alors la frustration, le découragement, le sentiment d'inutilité, la perte de force et par conséquent de désir et de volonté. Un conflit à ce niveau nous conduit à la lutte, au combat, à la guerre et à la colère incontrôlée, à la panique ou à l'opposé, à la défaite, à la peur, à la capitulation, au sentiment d'être perdu et dans l'erreur. Nous pouvons ainsi comprendre que ces glandes sont totalement dualistes, polaires, et qu'elles nous font osciller sans cesse entre le positif et le négatif. Le sacrum est lié à la créativité, à la manifestation. C'est pourquoi, pour le réguler, il faut de l'exercice, de l'art, toutes sortes de manifestations de nos rêves et de nos désirs. Faire ce que nous aimons et prendre le temps de nous détendre. Cela permettra d'allumer le feu créateur intérieur. Et enfin, les organes génitaux. Également appelés gonades. Ils proviennent de la même racine, gène, qui signifie naissance, émergence, générer quelque chose, donner naissance. Ils ont une double fonction, la production de cellules sexuelles par méiose, qui permet l'émergence de cellules de vie, gamètes, et d'autre part une fonction glandulaire dans la production d'hormones. Chez l'homme, ces glandes s'appellent les testicules et produisent la testostérone. Chez la femme, elles s'appellent les ovaires et produisent la progestérone et les oestrogènes. Au cours du processus de formation de l'embryon, ces glandes sont identiques. Et ce n'est qu'une fois que l'organisme se définit comme mâle ou femelle qu'elles prendront des positions différentes. Les ovaires resteront à l'intérieur du corps, reliés à l'utérus par les trompes de Fallope. L'ensemble est situé au-dessus de la vessie, sous et derrière les intestins, et est relié par le col vaginal à la vulve. La fonction des ovaires, en ce qui concerne les gamètes, est la formation d'ovules, des cellules femelles qui permettront la gestation au contact des spermatozoïdes. Chez le mâle, en revanche, ces gonades descendent vers le sac scrotal, à l'extérieur du corps, protégeant à température ambiante les gamètes produits dans les testicules, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Chez le mâle, l'équivalent de l'utérus est la prostate, qui génère tous les sucres et nutriments qui entoureront les spermatozoïdes
en leur offrant un espace propice au développement, appelé sperme, lequel sera expulsé lors de l'éjaculation par le canal séminal vers l'urètre, émergeant par le gland, dans la structure musculaire équivalente au vagin que tu appelles pénis. Donc, les organes génitaux masculins sont en gros des organes féminins qui se sont retournés vers l'extérieur. Oui, le mâle produira de la testostérone qui activera toutes les fonctions reproductives, lui donnant force, vigueur et ardeur, favorisant l'érection et la stimulation et sécrétant des odeurs qui attirent les femelles pour la reproduction. Chez les femelles, il en va de même avec l'œstrogène, qui favorise le développement des cellules, l'assimilation des protéines, l'absorption des graisses et active l'appétit sexuel, préparant le corps à la reproduction, attirant le mâle par ses arômes et générant des impulsions dans le système cérébral du thalamus, ce qui provoque des changements d'humeur. C'est ce qui se passe pendant les règles, n'est-ce pas? Oui, tous les 28 jours. Bien que l'hormone chargée de ce processus soit la progestérone, c'est-à-dire celle qui prépare le corps à la gestation en influençant le cycle féminin, le développement de l'utérus, des seins et de l'endomètre. Chez l'homme, comme chez la femme, ces glandes sont régulées ou stimulées par l'hypophyse, les organes génitaux du cerveau, car c'est l'esprit qui demande à descendre dans la matière. Un dysfonctionnement de ces glandes implique une déconnexion avec le roi ou la reine du corps, ce qui engendre la peur de la perte de pouvoir, de contrôle sur le matériel, sur les besoins fondamentaux, le fait de vivre dans l'idée de la pauvreté ou l'intention de s'imposer aux autres pour obtenir ce dont j'ai besoin. Les gonades sont l'ancrage du monde spirituel et une mauvaise gestion de celle-ci, tant par excès que par manque, entraînera une déconnexion spirituelle importante. Bien que cela puisse paraître étrange, ce sont les organes génitaux qui régulent l'appétit sexuel, apaisant le corps par la production de leurs hormones. Il est nécessaire de les stimuler pour un bon fonctionnement de ce prisme, par la masturbation et l'orgasme, avec éjaculation au moins une fois par semaine pour un bon état génital. La sensibilité au toucher et aux caresses, ainsi que par la méditation Kundalini, le yoga et le tantra. Leur régulation apportera force, clarté, détermination, estime de soi, santé et bonheur, nous permettant d'être des créateurs, des manifestateurs. Intéressant. Comprendre comment ce système construit ce que nous sommes, ce sont les portes de l'esprit dans la matière. Et les reconnaître est fondamental pour vivre une vie épanouie, ici et maintenant. Ce sont les principales chambres sacrées du temple, qui est ton corps. Honore-les, apprends à les connaître, découvre-les, apprends-en davantage sur la signification émotionnelle de chacune, sur les maladies et leur signification. Biodécode ton corps et comprends le temple que tu habites. Ouvre les portes de ces 7 chambres principales et laisse l'esprit vivre en toi. Je suis le portail de l'esprit universel, devenu matière. Je suis le canal de la conscience cosmique, ici et maintenant.